Bonjour, j'espère que le micro fonctionne, c'est toujours mon stress que le micro ne fonctionne pas. Voilà, je m'éloigne un peu comme ça, Inch'Allah ça va. Dites, aujourd'hui je vais vous raconter l'époque vandale d'Ifriqiya, donc de Carthage. Alors en 429, débarquent des navigateurs du nord de l'Europe et qui prennent Carthage sous le stress comment il s'appelle, Saint-Augustin était sous le stress de ces nouveaux envahisseurs qui allaient prendre la cité, et c'est l'année où meurt Saint-Augustin, 429 ou 439. Bon, la vérité historique est autre. Bref, donc débarquent des navigateurs du Nord qui prennent Carthage et qui vont composer un royaume vandale de Numidie qui va occuper toute l'Afrique du Nord, la Sardaigne, les Baléares, la Corse, une partie de la Sicile, et qui va s'engager aussi à Tripoli, et qui est dirigé par un certain Genséric. Alors retenez son nom, parce que c'est un envahisseur, enfin c'est un homme important. Je vous en parlerai tout à l'heure si je n'oublie pas. Alors, les Vandales, donc vous savez ce que c'est que les Vandales, ça a donné nom à un synonyme qui est le vandalisme, c'est-à-dire la casse, la razzia, la violence. Alors, est-ce que les Vandales venaient de Scandinavie? C'est ce que l'on veut bien croire. On veut bien croire, on met tout sur les Vikings, c'est le mythe du sauvage. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des historiens suédois qui disent que non, qui sont horrifiés d'entendre la réputation que l'on fait aux Vikings de cette série télévisée, etc. Pour eux, les Vikings étaient d'un peuple pacifique qui vivait de la mer. Et, bon, il y a eu des invasions, mais tous les peuples ont à un moment donné de leur histoire conquis ou tués. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc il y a des historiens suédois qui veulent faire valoir que la Suède était un pays de famille, à ce jour d'ailleurs, vous seriez surpris, et de pêche, de paysans, de commerce, et non pas de voleurs ou de tueurs. Et donc, on dit que les Vandales venaient de Scandinavie, peut-être pas. Peut-être pas parce que les Vandales ont traversé la Gaule, ils ont traversé l'Espagne, ils se sont bagarrés avec les Visigoths, et ils sont arrivés en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, c'était une puissance quand même continentale. Hein. Donc, ils tenaient plus les côtes, c'est vrai, mais ils ont quand même cherché à contenir le pays. Hein. Ils sont allés jusqu'à Hippone, jusqu'à Sétif, jusqu'à Boularegia. C'est quand même à l'intérieur du pays, c'est pas les côtes. Hein. Donc, les Vikings seraient peut-être, les Vandales seraient peut-être d'origine d'Europe centrale. Ce seraient peut-être des peuples germains qui ont ravagé la Gaule, qui ont ravagé l'Espagne, et qui sont venus en actuelle Tunisie, qui ont conquis Carthage et qui en ont fait leur capitale. Et alors, je vous ai parlé de ce Genséric, quand il a pris la cité de Carthage, il va devenir le Rex Imperium, je n'ai pas décrit, donc le roi des Vandales et des Alains. Alors, qui sont les Alains? C'est ce qui va nous permettre de définir l'origine des Vandales. Je ne sais pas qui sont les Alains. Je ne sais pas. Les Vandales, les Alains, donc ce sont des peuplades, peut-être plus d'Europe centrale, des Germains d'Europe centrale que des Vikings du Nord. Bon, mais bon, ce sont des spécialistes qui doivent étudier la linguistique, la langue, etc., les traditions, qui peuvent peut-être faire quelque chose, des archéologues, des historiens, des spécialistes, s'il y en avait sur cette époque vandale de la Tunisie. Et donc, Genséric se déclare roi des Vandales et des Alains, et il représente un poids important, et alors c'est une puissance continentale importante qui s'établit donc en Afrique du Nord, ce qui inquiète les Romains, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, Rome et Constantinople. Et que font-ils? En 441, ils rassemblent une grande flotte, une immense flotte, les deux empereurs
qui ne s'entendaient pas depuis une cinquantaine d'années. Hein. Donc il y a une rupture entre les deux empires. Mais là, quand ils voient un nouvel empire de Numidie qui est en train de s'établir, qui prend puissance dans le nord de l'Afrique, eux s'inquiètent et donc rassemblent une flotte de 1100 bateaux, de 100 000 hommes. Ils veulent faire la peau à, à Genseric. Et donc ils se rassemblent là. Et coup de bol, eh bien l'Empire romain subit de nombreuses invasions, des Suèves en Gaule, des Visigoths en Espagne, des Vandales dans le sud, quoi d'autre, des Goths à l'est. Et voici qu'au nord-est, il y a de nouveaux envahisseurs qui envahissent l'Europe. Ce sont les Huns, H-U-N, les invasions uniques. Alors les Huns, ceux-là, bon, l'histoire a retenu comme c'était vraiment des sauvages, hein. Ils arrivaient, c'est des cavaliers, ils bougent, et l'on dit, là où leurs chevaux passent, l'herbe trépasse, c'est-à-dire qu'ils ne repoussent plus. Donc il y a toute une... Les Huns ont fait très peur, disons, à l'Europe, et ils envahissent l'Europe, et à partir de ce moment-là, les empereurs d'Orient et d'Occident doivent veiller aux priorités. C'est plus Carthage qui est le plus urgent, le plus inquiétant, c'est plutôt ces invasions du nord, du nord-est, et donc Étus, le général Étus, qui est le grand général, va combattre les Huns en Europe et en Gaule, et ça va se terminer par une bataille cruelle mais dure, mais finalement qui va mettre fin à Attila. C'est la bataille des champs cataloniques en 450, et donc les Huns sont battus, et donc voilà. Alors donc les invasions barbares ont sauvé Genseric, ont sauvé Carthage vandale. Donc ça, les Huns sont battus en 450, et pas plus tard de 5 années, donc en 455, vous avez un événement important qu'on appelle le sac de Rome. Le sac de Rome, c'est quoi le sac de Rome? Ce sont les attaques de Carthage. Oh, là encore, on a fait une grande flotte et on a monté une expédition. Alors l'histoire retient ça comme un sac, c'est-à-dire que eux, quand ils brûlent Carthage, c'est une bataille, et quand les Carthaginois attaquent Rome, ça devient un sac. Donc vous voyez, le vocabulaire est un peu différent. Et en fait, Genseric monte une expédition contre Rome en 455. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Genseric attaque-t-il Rome? Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que Genseric est un peu, pour certains historiens, c'est le chevalier noir de la déchéance romaine. C'est-à-dire celui qui manigance, celui qui est rusé, qui est malin. Et il a un vécu assez extraordinaire. Je vous raconterai quelques autres batailles de Genseric. Et donc Genseric apprend que le général Liétus, donc celui qui est venu pour le combattre, le grand général romain, a été tué. Et que l'empereur Valentin lui-même a été tué pour avoir tué. Et que celui qui l'a tué se fait encore tuer. Donc il y a une tuerie entre empereur et sénateur, etc. Donc il y a des règlements de compte. Et donc il y a une perturbation totale à Rome. Et c'est le moment que choisit Genseric, dont profite Genseric, pour attaquer Rome. Et donc il va avec les Vandales. Et quand on parle des Vandales, ce sont des troupes vandales et berbères. Donc ce sont des Nord-Africains. La direction est vandale et les troupes sont berbères, disons les troupes d'Afrique du Nord. Et donc les Vandales vont commettre des tas d'attaques contre Rome, contre Nol, contre Naples, contre les principales cités. Et donc c'est vraiment du pillage. Et lorsque Genseric attaque Rome, nous avons le pape qui crie et qui dit s'il vous plaît, ne tuez pas les pauvres gens, c'est-à-dire brûlez, prenez ce que vous voulez, mais ne tuez pas. Et alors on a des images assez cruelles, c'est ce qui a laissé un peu l'image du vandalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment des sauvages. On a des images, entre autres, des reproductions où genre on prend les bébés par les pieds, on les jette, etc. Donc une image très très cruelle des vandales et du vandalisme. Et à ce jour, donc, je vous dis, le mot a laissé un synonyme. Et alors, par rapport à toutes ces attaques vandales sur Rome, sur l'Italie, nous avons un certain Magéran qui décide
qui prend l'orgueil et qui se dit il faut mettre fin à Carthage, il faut définitivement mettre fin à Carthage. Et alors il a un héroïsme comme ça, un patriotisme, et donc il est suivi par toutes les puissances et il rassemble sa flotte, tout ça à Carthagène. Il rassemble tout ce qui peut flotter en vue d'attaquer Carthage à Carthagène. Et là encore, c'est une nouvelle puissance sous la direction du Magéran qui s'apprête à attaquer Carthage. Et alors Genséric lui dit, écoutez, je suis prêt à me soumettre et à me démettre. je suis disposé à abandonner le pouvoir et quitter. Mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 jours pour que je mette en place les conditions de ma soumission. Et alors, bon, 5 jours, on n'a pas besoin de lui accorder, mais bon, on peut attendre 5 jours, c'est pas grave. Et pendant 5 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il monte des barques avec des fluos, des trucs qui brûlent, des matières inflammables, et dans la nuit, il met tout ça dans le port de Carthagène, il met les premières flammes, et avec le vent, toute la flotte s'enflamme, et donc c'est une catastrophe pour la flotte romaine, qui n'arrive plus qui n'a plus de flotte et qui ne peut plus monter une armée. Malgré tout, ils essayent de faire une bataille au Cap Bon, et là encore, ils sont battus par les Vandales en 468. Donc vous voyez que sous Genséric 439, 471 à peu près, je crois, il règne vraiment avec je ne vais pas dire une brutalité, mais avec une virilité certainement, et de la tactique. Et le Carthage est à ce moment-là au summum de sa puissance économique, puissance militaire. Donc elle parle, elle inquiète. C'est un pouvoir qui existe. Et il y a un système de droit, et il y a une monnaie locale, et il y a... il y a tous les éléments d'un État sont composés dans cette période sous le règne de Genséric. Alors autre chose, la religion, elle est arianiste. C'est-à-dire qu'on a supprimé les donatistes. Les donatistes, c'est les chrétiens, mais les chrétiens Juanjé, un truc comme ça, quoi, vous voyez. Donc eux ont été interdits, et tout ce qui est chrétien est éliminé. Donc on impose la religion arianiste. Alors qu'est-ce que c'est que l'arianisme? Bon, c'est la religion de l'époque, mais je ne vais pas vous en parler parce que ça prendrait encore une page aussi. Donc il impose l'arianisme de Ariana peut-être, hein, donc vous voyez, il y a encore des traces de ce vocabulaire, et on commence peu à peu à avoir une certaine tolérance pour le christianisme, pour les chrétiens, à la seule condition que le pouvoir vandale ne soit pas contesté. Si le pouvoir vandale n'est pas contesté, on peut tolérer. Et donc on tolère les polythéismes, on tolère les paganismes, on tolère les religions locales, dans la mesure où ils ne prennent pas de pouvoir. Alors que pour Constantinople, vous savez que Constantinople est chrétienne, hein. Donc c'est un élément de religion très important, et on va le voir plus tard parce que ça va motiver les invasions byzantines, la conquête de Carthage, la conquête des Byzantins. Donc quand il meurt, Genséric meurt en 477, mais en 476, il parvient à la paix perpétuelle. Donc il y a un traité de paix perpétuelle entre Carthage et Constantinople. Et donc on va vivre une période où on va commencer à avoir plus de tolérance pour les autres religions. Et donc les successeurs imposent l'arianisme, oui, mais une tolérance à la condition que le pouvoir n'est pas perturbé. Donc toute cette époque 400 jusqu'en 520, l'État vandale est en train de se composer, de se construire, avec une monnaie, avec un commerce. Et puis il y a quelques révoltes. Il y a quand même quelques révoltes berbères. Un certain Cabéon, à Tripoli, se révolte en 420 et il tue toute la garnison des Vandales. Et alors là, le souverain de l'époque, qui s'appelait peut-être Hildéric, si je ne me trompe pas, disons, ne l'accepte pas et se dit, écoutez, il faut sévir contre ces berbères de Tripoli. Et en plus, il y a en Sardaigne, il y en a un autre là qui veut prendre son indépendance. Donc il y a des troubles. Et Hildéric, qui n'est pas
qui est un souverain, mais un souverain culturel. Un souverain qui commence à aimer la musique, qui commence à être dans les mœurs. Vous voyez, les souverains vandales commencent à s'apaiser. Ils sont polygames, ils mangent bien, ils ont de bons repas, ils sont à la romaine un peu, vous savez. Et puis on envoie le petit frérot combattre les rebelles, mais le petit frérot qui est habitué à la violence, et quand il revient à Carthage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouvoir. Et ce pouvoir de Gélimer, voilà, il s'appelle Gélimer, prend le pouvoir sur Hildéric, et il est beaucoup plus sévère contre les chrétiens, il ne veut pas leur laisser de place, donc il restaure l'arianisme, la domination de l'arianisme, et ça ne plaît pas à Constantinople, avec notamment le nouveau souverain, Justinien Ier, qui vient de prendre le pouvoir, et lui, bon, disons qu'il était en bon terme avec Hildéric, puisque, enfin, oui, il était en correspondance, on avait un souverain mélomane, artiste, cultivé, vous voyez, ce n'était pas un souverain dans la guerre, c'était un souverain dans les plaisirs de table, les plaisirs de la vie que vivait Carthage à ce moment-là. Et Hildéric, Gélimer, lui, par contre, c'était le militaire, il reprend et il veut imposer sa religion arianiste, c'est-à-dire qu'on doit avoir sa place, et voilà. Et ça ne plaît pas du tout. Mais n'empêche que Gélimer ne commet pas d'obstruction à l'encontre ne commet pas d'obstruction à l'égard des chrétiens, pas du tout. Il continue, mais il réimpose, et il ne se rend pas compte que de l'autre côté, on n'aime pas. Alors, le Justinien lui dit, écoutez, restaurer tel site ou telle chose, ou vous êtes un usurpateur. Il ne fait pas très attention à ça, et il commence à régler plutôt les affaires personnelles. Et Justinien Ier lance son expédition sur Carthage en 533, mais de manière très inattendue. Pourquoi? Parce que le Sénat de Constantinople n'est pas d'accord. Il se dit, ouais, pourquoi lancer une nouvelle guerre? Et Justinien est inspiré par des idées religieuses. Il veut imposer le christianisme. Il avait rompu avec Rome pour ces histoires de diophysistes et monophysistes, et Carthage, elle, était carrément arianiste. Donc le christianisme était en perte de vitesse, et ça ne plaisait pas à Justinien, qui voulait ramener l'influence chrétienne sur Carthage. Donc vous voyez, ce sont des éléments qu'on ne connaît pas assez, et c'est intéressant de redécouvrir notre histoire de Tunisie. Et donc, dans son expédition, le seul qui est convaincu, enfin qui voudrait, qui est d'accord pour lancer cette expédition, c'est le général Bélisaire. Alors le général Bélisaire parle au Sénat et il dit, mais les Vandales ne sont plus les terrifiants, enfin je peux vous lire, hein, ne sont plus les gens d'autrefois, ceux qui faisaient peur. Ce sont aujourd'hui des gens qui se sont amollis au soleil d'Afrique et qui aiment la bonne chair et la bonne soupe, et donc ils ne font pas peur et on peut les attaquer. Et donc Bélisaire, qui en plus revenait de Perse, donc il a maté les Perses, il a maté une révolution civile, donc il est un peu dans cet élan physique, militaire, et Justinien Ier donc s'appuie sur son général pour lancer une expédition sur Carthage. Alors, Bélisaire rassemble ses troupes à Syracuse, en Sicile, et à ce moment-là, Gélimer veut remettre de l'ordre dans l'empire numide, dans l'empire vandale de Numidie. C'est-à-dire qu'il y a des colères, il y a des révoltes, des velléités indépendantistes en Sardaigne, un certain, j'oublie son nom, un autre, Petronius, ou Petronius, non, c'est presque de pétrole, Petronius, enfin, en Libye, je viens de découvrir le lien avec le mot pétrole. En fait, il est à Tripoli, et lui aussi fait des oppositions, et donc Gélimer envoie son frère avec l'élite de l'armée pour remettre de l'ordre et à Tripoli et en Sardaigne. Et lorsqu'il apprend cela, eh bien Justinien Ier lance son expédition sur Carthage en 533. Ils arrivent à Kapudvada, c'est près de Médire, qu'on appelle aujourd'hui Cheb. Ils débarquent et ils remontent.
Et bon, je vous parlerai une autre fois des invasions byzantines, de la conquête byzantine de Carthage, et on posera la question de savoir est-ce qu'il y avait un projet de conquérir, de punir Carthage, ou de conquérir l'Empire romain, ou de réunir l'Empire romain. Parce que ça, ce sont les arrière-pensées, et sous fond d'idéologie religieuse, où l'on veut restaurer le monophysisme. Le monophysisme, c'est une voie religieuse qui considère que le Christ et Dieu font le même. Alors que les diophysistes de Carthage et d'Égypte, eux considéraient la nature humaine de Jésus-Christ et la nature divine de Dieu. Enfin bon, donc ils faisaient une distinction entre Dieu et ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu. Donc c'est une très grande différence. Et vous savez que ce conflit religieux va durer très longtemps entre Rome et Constantinople. Voilà. Alors, ces origines vandales, nous les avons, mais ils sont restés en Sicile, par exemple. Si vous allez en Sicile, vous allez voir une monarchie normande. Et moi, je me souviens d'un ami français qui disait « Non, mais je suis de Carthage ». Il dit « Mais sincèrement, hein ?» Il disait qu'il était de Carthage. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Il dit « Je suis de Carthage, mais je ne suis pas tunisien ». Il s'appelle Jean-Christophe. J'espère qu'il se reconnaîtra. C'était un gars, son père était brun, mais lui était blond. Il était blond, mais vraiment blond comme le soleil et des yeux clairs comme ça. Il avait vraiment un type, et il disait non, je suis de Carthage, toujours été de Carthage. Et son grand-père aussi était là. Et ils sont restés en Tunisie jusqu'aux années 80, fin des années 70. Et donc, bon, est-ce que ce Jean-Christophe avait des liens, des origines depuis les Vandales? On n'en sait rien, on peut construire un mythe, hein. Peut-être les Francs, peut-être... Mais c'est pour vous dire qu'il y a cette origine de ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs en Algérie ou les pieds gris en Tunisie, de ces gens qui ont peut-être des origines très anciennes. Et lui se connaissait de Carthage depuis toujours. Alors ils habitaient Carthage, ils avaient une petite maison, et le grand-père est mort d'ailleurs à Tunis, et le jeune fils, le jeune Jean-Christophe, est resté jusqu'aux années 70. Ensuite il est parti pour les études, et ensuite il s'est installé à Marseille, et je ne l'ai plus vu depuis longtemps, et je pense à lui. Donc si jamais il donne ses nouvelles, ça nous ferait très très plaisir. Je sais qu'il ne s'est pas marié, mais c'est souvent le cas de nos gens qui ont été déracinés. Ce sont des enfants du pays. C'est des pans de notre histoire. Et quand vous allez, par exemple, en Sicile, vous allez trouver des musulmans de Sicile. Ils sont là. Ils ont un quartier pittoresque et sympa, et extraordinaire, et tout petit, et tout propre. Il est bien. Et puis vous avez des endroits normands. Vraiment des blonds très très blonds, hein, avec des yeux très clairs, etc. Vraiment, hein. La Sicile a gardé cette diversité, et nous l'avions cette diversité à Carthage, et bon, toutes ces minorités malheureusement ne se sont pas recomposées dans l'identité nationale de la Tunisie. Et quand je vous fais une page d'histoire, eh bien voilà, il faut connaître l'histoire avant de rédiger sa constitution. Et voilà. Ok, j'ai un peu débordé. J'espère que le son a fonctionné. Je vous raconte l'histoire. Je ne sais pas, une autre fois, peut-être une autre fois. Allez, je vous dis ciao, 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 ciao.